Souvent, les auteurs peuvent passer pour paresseux. En tout cas, ils peuvent se sentir paresseux parce qu'ils ont du mal à passer à l'action, à se mettre à écrire. Ils peuvent avoir tendance à procrastiner, comme on dit souvent. Ils ont du mal à se remettre sur un travail qui a été commencé, qui commence à être un peu compliqué. Et du coup, souvent, ils ont du mal à aller au bout de leur projet d'écriture. En tout cas, c'est un truc qui, moi, m'arrive assez souvent. De peut-être trop réfléchir avant de me mettre au travail, de chercher l'outil parfait, de chercher la méthode parfaite, ou même de chercher parfois le carnet parfait, le logiciel parfait qui me permettra d'écrire. Et même beaucoup, chacun fait ça, je pense, c'est consommer du contenu sur les réseaux en cherchant des bons conseils, mais surtout en fuyant le moment où on va devoir se confronter au réel travail, et en particulier au travail d'écriture quand on est auteur de scénarios, de BD, de romans, auteur d'histoire en général. Alors moi je m'appelle Arnaud et justement je suis script doctor, consultant en scénario, c'est-à-dire que j'accompagne des auteurs pour les aider à aller au bout de leur projet d'écriture et de scénario. Le sujet dont on va essayer de parler là dans cette vidéo, c'est que en fait, on n'est pas forcément paresseux et que le logo, l'étiquette paresseux, c'est un peu trop facile, un raccourci un peu trop simple, et qu'en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et je viens de lire un livre de Steven Pressfield qui s'appelle The War of Art, qui est donc un livre publié en anglais. Steven Pressfield, c'est quelqu'un qui a écrit des scénarios, justement, qui a écrit des romans, et voilà, qui connaît bien ce milieu des auteurs d'Hollywood. D'ailleurs, son livre est préfacé par Robert McKee, qui a écrit le fameux livre d'écriture de scénario qui s'appelle Story. Donc dans son livre, Steven Pressfield, il identifie 7 points clés, on va voir ensemble, qui permettent d'aller un peu plus en profondeur sur cette question de passer à l'action, de procrastination et d'étiquette de paresseux qu'on peut souvent coller aux auteurs et qui peut être un vrai blocage pour quand on est auteur. Alors le premier truc, c'est qu'il identifie un ennemi intérieur qu'il appelle la résistance. Voilà, c'est ce mot, la résistance en anglais, qui va courir tout le long de son livre, qui déclenche c'est plus une auto-résistance en fait, qui enclenche la procrastination, la peur, le doute de soi, donc il identifie un ennemi qui est intérieur et pas extérieur. Ça c'est un des atouts de ce livre, c'est que souvent on a tendance à chercher à l'extérieur justement des outils parfaits ou des validations à l'extérieur, en faisant relire son texte. En fait, c'est à l'intérieur, ou en se comparant aussi beaucoup à d'autres auteurs. Mais c'est pas de ce côté-là qu'il faut chercher, c'est vraiment à l'intérieur de soi et à l'intérieur de son projet qu'on va trouver les bonnes solutions. Voilà, il dit aussi que cet ennemi intérieur, cette résistance donc, c'est quelque chose d'assez présent et d'assez important et grave, parce que ça peut être la cause pour un auteur de passer à côté en fait de sa vie d'auteur, des œuvres qu'il devrait réellement écrire. Donc le deuxième point, c'est comment s'attaquer à ce problème-là, comment le vaincre. Alors il parle beaucoup dans son livre d'adopter une mentalité de pro, de professionnel. Voilà, donc qu'il faut s'engager à fond. C'est la différence entre le pro et l'amateur, c'est que le pro s'engage à fond dans son projet, qui doit adopter une certaine discipline, une certaine constance,
Bon, ça c'est des conseils qu'on peut trouver un peu partout, qui sont pas forcément que pour les auteurs, bien sûr, et qui font pas forcément l'originalité de ce livre. Voilà. En revanche, il dit qu'il faut puiser sa force dans les peurs elles-mêmes, que c'est passer les peurs, passer les blocages qui vont nous permettre non seulement de grandir en tant qu'auteur, mais de traiter le vrai sujet de notre histoire, de notre création. Le troisième point, c'est l'inspiration. Il dit qu'il faut pas attendre l'inspiration, mais que l'inspiration vient en travaillant. Effectivement, c'est une idée qui est héritée de l'époque romantique. Il faut attendre l'inspiration, que c'est l'inspiration qui fait travailler. En même temps, c'est un petit peu incohérent parce qu'on verra par la suite, il parle au contraire d'une puissance créative qui doit venir, qui nous dépasse. Donc en tout cas, ce qui est certain, c'est que il faut pas attendre une inspiration transcendante pour se mettre à travailler, et que justement c'est le la caractéristique du professionnel, du pro, qui va se mettre à travailler parce qu'il faut travailler, parce qu'il faut avancer, et qu'il va trouver son inspiration non seulement en travaillant dans la dynamique de travail, mais dans le projet lui-même. C'est-à-dire que c'est en creusant le projet que on va trouver les endroits qui sont dignes d'intérêt. Là aussi, il reparle des conditions pour trouver cette inspiration, donc entre guillemets, qui sont des conditions de sérieux et d'humilité, et que c'est grâce à ces conditions que on va pouvoir se connecter à plus grand que notre résistance, et que par là justement on va accéder à la création comme un acte sacré. Voilà, donc sur ce point là de l'inspiration, c'est pas super clair sur la nature de l'inspiration, mais ce qu'on va en retenir, c'est que d'abord qu'il faut pas attendre quelque chose pour se mettre à travailler, mais qu'il faut parce que c'est notre volonté d'avancer que de se mettre à travailler, ça c'est le truc le plus important. Puis le deuxième point, c'est qu'il introduit cette notion d'humilité qui est importante parce qu'elle nous permet de mettre notre ego, on va voir ça dans le point suivant, mettre notre ego de côté, de le mettre en retrait pour accéder à une dimension supérieure. Donc ça c'est le quatrième point justement où il fait la différence entre l'ego et le soi. Et là il parle de Carl Jung qui a parlé de ça, qui fait la différence entre l'ego et le soi. Et il dit que l'ego, c'est cette partie du psychisme qu'on considère comme le moi, comme notre intelligence consciente, et notre cerveau quotidien qui pense, planifie et dirige le spectacle de notre vie au jour le jour. Effectivement, on a cette partie de nous qui s'occupe du quotidien, donc il faut pas renier, il s'agit pas de le renier, mais ça planifie et dirige le spectacle, comme il dit, et du coup, il y a quelque chose un peu de cadrant et de certainement pas transcendant. Alors qu'à l'inverse, le soi, alors comme Jung le définit, c'est une entité plus grande qui justement va mettre l'ego de côté et pour incorporer un inconscient personnel, mais un inconscient collectif aussi. Et que, par exemple, les rêves, les intuitions proviennent du soi. Que c'est la sphère de l'âme, en fait. Donc, en opposant ces deux parties de nous, l'ego et le soi, eh ben, il l'introduit aussi au fur et à mesure avec l'humilité, avec le fait de mettre son ego de côté, que si on veut réellement être créatif et transcender ce qui peut se faire habituellement, c'est justement en se connectant à quelque chose de plus grand, qui va être tourné vers
la nouveauté et va vers la créativité qui toujours se transforme. Alors qu'à l'inverse, l'ego va s'auto-justifier en quelque sorte. Et effectivement, on peut constater ça. Quand on se choisit des goûts, par exemple, quand on est petit, on va avoir de cesse de les remettre sur le devant pour se définir, pour se construire. Comme si on avait un peu une peur quelque part que si on n'était pas construit par ses goûts, on disparaisse en fait. Et on peut définir, voilà, c'est pas dans le bouquin de Pressfield, mais dans d'autres philosophies, en particulier des philosophies orientales, où effectivement l'ego peut être défini comme l'ensemble de nos croyances limitantes. Donc pour créer et pour dépasser ce qui existe déjà, il faut évidemment pas se limiter, il faut s'ouvrir au soi. Donc le 5e point, c'est qu'il utilise la peur de se mettre au travail, cette procrastination justement, comme une boussole. Et ça, c'est aussi amusant aussi, et puis ça peut nous aider à nous mettre au travail. C'est de se dire si là je rencontre un endroit où ça bloque, si par exemple sur ce sujet-là j'ai du mal à m'y mettre, et ben c'est peut-être justement parce que c'est un sujet qui est intéressant et sur lequel il y a à creuser. Et c'est peut-être un des sujets les plus importants justement pour notre évolution, pour dépasser ce qu'on est déjà. Voilà. Ensuite, il parle des motivations en définissant 2 types de motivation, la motivation territoriale et la motivation hiérarchique. Alors, la motivation territoriale, c'est la motivation pour l'œuvre elle-même. Euh, C'est-à-dire la motivation qui va établir le territoire de l'œuvre en elle-même. Et la motivation hiérarchique, c'est la motivation qui va être tournée vers une validation sociale. En fait, moi, j'ai ces 2 notions-là, moi, je les ai plutôt résumées comme étant la motivation territoriale comme une motivation intérieure à nous-mêmes et intérieure à l'histoire. Et donc une motivation qui est tournée vers l'intérieur, qui va puiser, qui va se renforcer en se tournant vers l'intérieur de l'histoire. Et puis la motivation hiérarchique, c'est une motivation qui est tournée vers l'extérieur, celle-ci, qui va être tournée vers les reconnaissances extérieures, vers les validations sociales, mais critiques par exemple. Tout simplement, on va chercher les bonnes critiques, on va chercher du coup peut-être les bons lecteurs, les bons spectateurs, et que bah il faut préférer bien sûr la motivation dite territoriale, donc la motivation qui est tournée vers l'intérieur à la fois de nos préoccupations, mais des préoccupations qui sont inhérentes à l'histoire qu'on est en train de raconter, et que les motivations donc hiérarchiques, c'est juste tourner dans un marigot de lui il aime ça, moi j'aime pas ça, de faire des clans et donc c'est pas très créatif quoi. Le 7e point, et le dernier point d'ailleurs, alors là il reparle à nouveau de discipline, hein, je crois qu'il en parlait dans un point précédent, mais la discipline, la persévérance, pourquoi pas mettre en place une routine qui nous permet de mettre le pied à l'étrier, de commencer par des gestes simples à se mettre au travail. Bon, là aussi rien de nouveau, hein, bien sûr, c'est des trucs qu'on pourra trouver par ailleurs dans des bouquins de développement personnel ou des trucs comme ça. Mais ce qu'il dit, ce qui m'a semblé intéressant là de noter, c'est que la victoire donc sur cette résistance intérieure est jamais définitive. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin, d'accomplissement, de victoire finale sur cette résistance. Et c'est bien normal si on repart sur la notion d'ego qu'il expliquait précédemment, c'est-à-dire que pour qu'il y ait une victoire définitive, il faudrait que
on soit limité en tant qu'auteur et que nos créations soient limitées. Si c'est se connecter à l'infini que de créer, si c'est se connecter donc au soi, il n'y a pas de fin par définition. Donc il n'y a pas de victoire finale. Voilà, donc c'était tous ces points dont je voulais parler dans cette vidéo. Si on récapitule un petit peu, les points clés, c'est que il faut pas se tourner vers des combats extérieurs, mais plutôt des combats intérieurs. Voilà, donc plutôt essayer de travailler ses propres démons, en quelque sorte. Qu'il faut peut-être aussi tout simplement, moi je pense, pas trop se faire prendre dans le jeu des combats. Hein, surtout si on écrit des histoires, on connaît cette histoire de conflit là qui est moteur pour raconter des histoires, mais qui va chercher des solutions en fait, qui va chercher à justement écrire des histoires avec un début, un milieu, une fin. Comme on l'a vu là juste avant, il n'y a pas vraiment de fin. Donc, ce qui est important, c'est plutôt de se mettre dans une dynamique créatrice et donc tout simplement se mettre au travail en fait et se connecter à quelque chose qui va être dans une dynamique créatrice. Il y a cette question d'humilité aussi que j'ai noté qui est un truc tout simple en fait, mais qui permet justement de se mettre dans cette dynamique créatrice en mettant son ego en retrait. Ça permet aussi de gérer cette question d'ego, qui est un truc important pour les auteurs et qui finalement est un frein. Moi, je le crois fondamentalement, et c'est un truc que Pressfield dit dans son livre. C'est un faux combat en fait. L'ego, il va chercher des ennemis extérieurs, encore une fois, il va chercher des gens qui aiment ou qui aiment pas ce qu'il fait. C'est pas ça le plus important. Euh, donc l'effacement de l'ego, c'est encore un point qui est, je trouve, très intéressant dans ce livre, et puis qui est tourné réellement vers le dépassement, dépassement de soi, dépassement de ce qui peut se faire dans une œuvre, une véritable œuvre d'auteur. Donc voilà, en note j'avais marqué alors dépassons-nous, allons-y, dépassons-nous. Bah oui voilà, allons-y, dépassons-nous. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis on se retrouve dans une prochaine. À bientôt.